sans transition, effectivement, parce que le professeur Corinne Dott qui va lancer les débats de ce symposium. Ce symposium est donc organisé par Oya pour la Saphir, pas pour la SFO, c'est un sympo uniquement Saphir, cette année en tout cas. Et donc, sans transition, Corinne va parler immédiatement. Sachez simplement qu'il y a des box prévues par le laboratoire à la sortie, mais vous êtes obligé de vous inscrire sur des fiches de façon réglementaire. Voilà, ce détail trivial étant dit, Corinne, c'est à toi. Merci beaucoup. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui pour ce symposium Oya pour partager déjà quelques retours sur la multifocalité avec l'implant géométrique. Voici pour mes liens d'intérêt. Donc ce trifocal arrive avec un matériau qu'on connaît très bien, qui est celui du Vivinex, un matériau hydrophobe à filtre bleu, avec le même design que le Vivinex et le Vivinex torique. C'est un implant trifocal dont le matériau a déjà bénéficié d'une étude comparative et prospective avec l'Acrisof en termes d'opacification capsulaire, qui est tout à fait comparable, voire en faveur du Vivinex pour cette PCO. L'injecteur est éprouvé, on le connaît bien également, c'est celui du Vivinex. C'est un implant qui est préchargé. Petit détail qui fait quand même la différence, on n'a pas besoin d'utiliser de produits viscoélastiques pour le préparer. On le rince à l'eau, au BSS, avec un injecteur qui j'appelle souvent 4 en 1, qui est très abouti, avec une poussée. On peut visser également, une progression qui est très progressive et souple à l'injection. Et on peut injecter en berge ou carrément directement en intracamérulaire en bougeant le type final par 2,2 mm. La stabilité de l'implant torique a été rapportée par des études également. Ici, vous avez une des plus connues, de Menapace, avec une stabilité rotationnelle de l'implant torique aux alentours de 1 degré. Et surtout, il n'y a pas de corrélation entre la longueur axiale du patient et la rotation qui a été retrouvée dans cette étude. Donc même sur une longueur axiale un peu plus importante, cet implant sera stable. Le temps pour l'ablation du produit viscoélastique est un temps extrêmement important dans la stabilité du torique, on le sait. Souvent, je le dis aux internes, regardez en paire opératoire, l'implant est en train de s'abaisser au fur et à mesure qu'on aspire le visqueux. L'implant trouve sa place pour se plaquer contre la capsule postérieure et c'est un des signes que le visqueux est complètement parti. Il faut prendre précaution sur ce temps. La version multifocale, trifocale, eh bien, la voici, du géométrique et géométrique plus, avec une constante qui, pour ma part, est à 112,2 dans mon expérience. 2 modèles géométrique et géométrique plus avec une même addition intermédiaire et une même addition de près. Un peu de silence, s'il vous plaît, en haut de la salle, merci. Un peu de silence, s'il vous plaît, là-haut. Plus se différencie par le fait qu'il y a une répartition lumineuse sur la vision de près, qui est un peu plus importante par rapport au géométrique. Il est disponible de T2 à T6. Donc nous avons cette zone diffractive au centre de 3,2 mm, que vous voyez bien ici sur une de mes photos, avec une zone périphérique de 2,8 mm qui est réfractive, 8 marches diffractives non apodisées, avec des hauteurs de marches qui vont être différentes, qui va faire la différence entre le G et le G+. Voici un retour d'expérience personnelle sur 34 yeux. Vous voyez ici l'acuité visuelle binoculaire en vision de loin, en intermédiaire à 66 cm et en vision de près à 40 cm. Vous voyez qu'en binoculaire, nous sommes très bien à M1 et M6, à plus de 10 dixièmes en binoculaire pour un maintien également à distance à 6 mois. En vision intermédiaire, nous avons également une vision intermédiaire qui est aux alentours de P2. Et en vision de près, une vision de près qui est à P2,5 en moyenne en M1 et qui s'améliore avec le temps, comme beaucoup d'implants multifocaux, vous voyez, pour retrouver un bon P2. L'indépendance aux lunettes à 6 mois était à 100% pour ces patients. Le score photique très bas, aux alentours de 5,8 sur 36, et une bonne tolérance et une bonne sécurité d'emploi. J'ai également eu une toute petite expérience que je partage avec vous sur l'implantation mix and match de géométrique et géométrique plus. Vous voyez ici que ces 5 patients, 2 sur 5 ont été implantés en torique, avec une très bonne acuité visuelle de loin, à M1 et M3, une acuité visuelle intermédiaire qui est excellente également, qui s'améliore également avec le temps, tout comme la vision de près. Vous le savez, l'astigmatisme est important à corriger encore plus en multifocalité,
puisque vous avez ici les acuités visuelles qui peuvent être limitées en fonction de l'astigmatisme résiduel. Vous voyez que si vous avez un astigmatisme résiduel de 1 dioptrie, l'acuité visuelle de loin va être complètement impactée à 6/10, mais également la vision intermédiaire et également la vision de près. Donc pensez rapidement et très tôt à faire de la multifocalité torique. Donc pour la toricité, eh bien, pensez à l'astigmatisme total dans le calcul de l'implant en activant cette fonction Aboulassia-Core sur le calculateur de l'implant Hoya torique. Vivinex. Nous avions montré l'année dernière déjà qu'en activant cet Aboulassia-Core, on était de toute façon supérieur à une kératométrie antérieure seule. Donc pensez à la kératométrie totale. Ensuite, quelle est la kératométrie totale qu'il faut utiliser? Est-ce qu'on utilise cette régression Aboulassia-Core ou est-ce qu'on se fie à la totale kératométrie du YOL 700? Eh bien, dans un papier qu'on vient juste de sortir dans JRS, là, qui vient juste de sortir en janvier, on a une plus grande précision avec les implants Vivinex toriques en utilisant l'Aboulassia-Core pour la régression. Donc c'est simple, on utilise en pratique le calculateur sans s'ennuyer. Corriger l'astigmatisme inverse dès 0,75 dioptrie, donc ça veut dire qu'il faut penser au T2 pour améliorer nos résultats et bien sûr maîtriser l'alignement. Et ça, on le sait tous pour nos implants toriques et cela est tout à fait bien permis et facile avec l'alignement digital que nous avons maintenant sur nos micros. Donc en conclusion, nous avons de très bons résultats dans notre étude prospective. On a peu de données ou pas de données encore comparatives entre le géométrique et dans la littérature, puisque l'étude entre guillemets de phase 3 va être gelée le mois prochain et va être publiée, j'espère, en 2024. Il est facile à injecter. Le matériau est hydrophobe avec peu de PCO et on a une très bonne stabilité dans le sac pour les toriques, ce qui nous donne des feux verts complets pour l'utilisation en sérénité de cet implant trifocal. Je vous remercie. Donc la parole maintenant est au deuxième intervenant, qui est donc le docteur Camille Bosque, qui va nous parler de Monofoco Plus. Alors là, on part sur l'inverse, on va dire, enfin l'autre partie de l'aide, en tout cas pour la vision rapprochée, mais bien entendu beaucoup moins puissante, mais néanmoins qui rend des grands services. Et Camille va vous exposer tout ça. Alors bonjour à tous, et puis merci au laboratoire Hoya de m'avoir invité à partager un peu mon expérience clinique. Donc je suis chirurgien dans l'équipe de segment antérieur de la clinique Jules Verne à Nantes. Alors c'est grosso modo, je réalise à peu près 1000 opérations de la cataracte par an et c'est sur la dernière année un tiers d'implants monofocaux, un tiers d'implants monofocaux plus et un tiers d'implants multifocaux ou premium ou avec différents implants à surcoût. Et c'est vrai que le volume implique une standardisation des pratiques pour gérer les complications statistiquement rares et puis optimiser les résultats pour avoir pour pouvoir être transparent sur ces résultats et pouvoir les améliorer. Donc l'implant Vivinex Impress, qui est le monofocal plus de Hoya, un implant hydrophobe préchargé de 13 mm avec une asphéricité centrale modifiée. Donc c'est un implant qui n'est pas diffractif et qui est dans le système d'injection de Hoya qui, alors c'est personnel, pour moi est le meilleur injecteur préchargé du marché en termes de reproductibilité, de facilité d'injection, de tout. Donc c'est vraiment simple. Donc là on voit bien qu'il n'y a pas de zone diffractive, où on ne voit pas de bouton central ou de choses comme ça. Donc je passe rapidement. Quels sont les critères cliniques qui me font choisir entre un implant monofocal ou monofocal plus? Parce que je base ma réflexion comme ça. C'est idéalement une taille de pupille entre 3 et 3,5 mm pour bénéficier de l'effet Edoff. Une topographie cornéenne. Alors, nous, c'est institutionnalisé depuis longtemps. On fait des topographies, en plus du biomètre, à toutes les cataractes. Quand on est à la clinique, on a les topographes de réfractifs, donc on a les taux d'aberration et tout. Et c'est vrai que au-dessus de 0,5 d'aberration de haut grade, je suis un peu plus sur le monofocal. La centration pupillaire et après tout ce qui va éliminer de la pathologie plus lourde où là il y a peu d'intérêt à mon sens à utiliser ce type d'implant. Donc la topographie cornéenne, on peut l'avoir sur le Pentacam avec cette carte là que j'aime beaucoup. On a à la fois le taux d'aberration, le centrage pupillaire, la taille de la pupille. Donc ça, celui qu'on utilise aussi beaucoup pour les bilans d'implants multifocaux parce qu'on a la pupillométrie. On l'a aussi sur le CASIA. Enfin,
sur le topographe que vous avez, des fois, je me permets quand même sur ces implants-là d'utiliser juste un topographe Placido. S'il est bien régulier, ça suffit. Quelles sont les mauvaises indications de ces implants? Pour moi, les fortes amétropies, les décentrements pupillaires importants, les cornées trop irrégulières et des attentes de patients trop importantes sur la vision de près, où là, on va plutôt les basculer dans les implants plus premium. Donc là, typiquement, voilà, alors il est astigmate, donc c'est pas une bonne indication, mais vous voyez, quand il y a des pupilles comme ça, vaut mieux éviter. Quand les cartes d'aberration sont comme ça, vaut mieux éviter. Et alors, je lance un peu le débat, Pascal. Je sais, moi, pour ce type d'aberration, de gens qui ont eu des LASIK il y a une 15-20 ans, j'évite de poser ce type d'implant. Après, c'est juste ma pratique personnelle. Je pense qu'on peut faire tous un peu différemment. Et aussi, voilà, sur des centrages pupillaires trop importants. Alors, quels sont les critères du côté du chirurgien? Et puis, pour parler un petit peu de résultats, donc, je vais vous présenter des résultats rétrospectifs sur 2 ans, avec 3 implants monofocaux plus, donc l'Impress, le Zoé et l'Isopure. Alors, je suis désolé, j'ai pas de vision intermédiaire, j'ai la vision de près, mais vous allez voir qu'il y a d'autres paramètres qui vont montrer l'effet certain de ces implants et vraiment l'intérêt de les utiliser. Donc, 282 yeux de 141 patients. Le Vivinec, l'Impress, je l'utilise depuis un peu moins longtemps, donc il y a un petit peu moins d'yeux. Alors, ce qu'il faut regarder dans ces tableaux avec beaucoup de données, c'est que quand même, suivant le modèle que vous allez utiliser, la cible réfractive peut être un petit peu différente. Et pour l'Impress, j'ai tendance à être un peu moins dans le négatif que pour l'Isopure ou le Zoé. Donc, avec des prédictibilités réfractives qui sont excellentes. Donc ça varie un petit peu en fonction des implants sur la cible réfractive. Les visions non corrigées de loin à 1 mois sont plutôt équivalentes pour tous les implants et plutôt bonnes. Un petit creux dans les Impress parce que sur les 5-6 premiers patients, je suis tombé un peu dans la myopie, donc ils étaient un tout petit peu moins bien de loin et du coup ils étaient un petit peu mieux de près. Et donc sur l'acuité visuelle de près, pas de grosses différences, mais vous voyez qu'en fait, on a quand même en binoculaire des moyennes à Paris-No 4, Paris-No 3. Et alors, j'ai sélectionné les gens qui avaient plus de 8/10 d'acuité visuelle binoculaire non corrigée de loin. Donc, ça fait à peu près 75% de la série. Et vous voyez que dans ceux-là, finalement, il y a quand même un effet parce que l'acuité visuelle de près en binoculaire est à 0,3 logmar. 0,3 logmar, ça fait quasiment Paris-No 3, Paris-No 4. Donc avec ce type d'implant, si on affine bien la cible réfractive, on est quasiment à 1 patient sur 2 qui a au minimum 8/10 Paris-No 3 en vision binoculaire. Donc ça reste quand même très fonctionnel et ça permet une indépendance aux lunettes de manière très importante. Et une autre chose qu'il faut changer dans ces pratiques, c'est que il faut bien revérifier les additions parce qu'on se rend compte, alors l'Isopure c'est le premier qu'on a utilisé, on ne faisait pas trop attention, on faisait les prescriptions d'addition comme sur des monofocaux, et alors que l'Impress on repart en addition minimale et finalement plus de la moitié des gens ont des additions qui sont inférieures à 1,75, 1,50 sur leurs lunettes. Donc ça aussi c'est à prendre en compte dans votre pratique et puis avec les assistants qui font les réfractions. Donc en conclusion, c'est un bénéfice certain qui implique d'adapter un peu les pratiques pré- et post-opératoires. Il faut éliminer les mauvaises indications. Sur les résultats qu'on a, l'Impress semblait plus reproductible sur le gain de vision intermédiaire, vision de près. Et ça reste pour moi quand même le meilleur système d'injection qui existe actuellement. Merci. Merci beaucoup. Oui, cette nouvelle génération d'implants, effectivement, on la voit de plus en plus, on l'utilise de plus en plus. C'est très bien, j'ai beaucoup apprécié le fait effectivement de noter qu'on pense quand même que ça ne convient pas à tout le monde. Et notamment, comme tu le disais, c'est vrai que par exemple, ces aberrations cornéennes importantes, qu'on peut voir après la chirurgie réfractive ou dans d'autres circonstances d'ailleurs, il faut bien comprendre que l'implant ne peut pas pallier les insuffisances de la cornée. On est bien d'accord. J'ai déjà eu des explantations sur des où c'était passé à l'as, où il y avait juste eu une biométrie de fait par un autre chirurgien sans topographie, alors qu'en fait juste la topographie normale, on se serait dit c'est un peu limite. Et c'est vrai que pour moi c'est de la contre-indication de ces trucs-là. Alors on a aussi l'écueil que chaque laboratoire a des optiques propriétaires, donc qui ne sont pas détaillées pour nous. Et l'idéal, ce serait de les connaître un peu mieux
et de pouvoir les corréler aux aberrations que l'on trouve. Parce qu'effectivement, selon que la cornée a une forme plutôt aplatie au centre ou plutôt bombée ou je ne sais quoi, on pourrait effectivement adapter tel ou tel monofocal plus ou tel EDOF également. Et ça, c'est ce vers quoi il faut tendre. Avec la SAFIR, on est en train de travailler avec le professeur Touboul sur une optimisation de la connaissance du trajet lumineux des implants au travers d'un œil pour l'instant idéal. Mais on va travailler là-dessus pour essayer d'aller plus loin, pour essayer de donner des guides qui pourraient vous servir à vous également. Qui pose des monofocaux plus dans l'assistance? Levez la main. Eh oui, c'est ça, voilà, vous voyez, on est au moins la moitié d'entre nous, minimum, d'après comme ça, à la louche, à en poser. Et c'est vrai que c'est quand même pratique. Oui, puis je pense que moi par exemple, c'était les pourcentages de l'année dernière, mais plus on va cerner les contre-indications et les limites, et je pense qu'on va basculer de plus en plus pour de la cataracte sans pathologie associée vers ce type d'implantation. Alors, une indication aussi qui est pas mal, parce que je trouve, j'appelle ça la monovision avancée, c'est-à-dire on utilise des implants qui ont cette propriété, donc des monofocaux plus. On a une courbe de défocalisation binoculaire qui est meilleure que lorsqu'on fait de la monovision avec des implants simples. Et du coup, ça apporte une meilleure profondeur de champ. Donc souvent, les gens en vision rapprochée sont mieux. Il faut le savoir. Donc c'est vrai que c'est intéressant de mettre de panacher 2 implants monofocaux plus pour faire de la monovision. Avec les DOF, on fait de la mini-monovision, d'ailleurs. On va mettre qu'une dioptrie, mais par contre, si vous mettez 1,50 avec deux impresses, vous avez de très très bons résultats de près lorsqu'il y a, par exemple, des contre-indications à la multifocalité. Des questions dans l'assistance? Pas de questions. Alors, je pense que je vais faire... Voilà, donc on va partir maintenant revenir un peu sur ce qu'avait dit Corinne Dott. Et je parlais un petit peu de sélection en refaisant un peu je ne vais pas refaire l'histoire de la multifocalité, vous la connaissez, de la trifocalité. Vous savez que depuis 2010, notamment Damien Guettinel et Christophe Pagnoul avaient travaillé sur ce premier implant trifocal. Mais juste rappeler que la sommation des foyers secondaires fait qu'il y a moins de perte d'énergie lumineuse sur les implants trifocaux lorsque les puissances intermédiaires et près sont la moitié ou le double l'une de l'autre. Alors évidemment, on est dans les contre-indications de la multifocalité, surtout avec un trifocal. On partage la lumière en 3 foyers et il faut être d'autant plus sélectif. On l'a vu également avec le premier film tout à l'heure de la session vidéo où il y a dû avoir une explantation en raison d'une mauvaise efficacité chez quelqu'un qui avait une sénescence maculaire tout à fait certaine. Faites un OCT maculaire systématique d'ailleurs, c'est d'autant plus vrai pour les trifocaux bien entendu. Évaluez également votre patient quant à ses habitudes de vie, de travail, de conduite automobile, d'informatique. Demandez-lui s'il passe 8 heures par jour ou s'il regarde juste ses mails de temps en temps. C'est tout à fait différent, évidemment, comme fonctionnement. Parce que vous voyez que certains vont avoir une activité plutôt dévolue à une vision éloignée, d'autres une vision intermédiaire prédominante, et d'autres, ce sera la vision de près très poussée pour certains travaux particuliers. Donc les zones de vision, on peut les séparer en plusieurs, mais sachez que depuis peu est apparu un dispositif qui n'est pour l'instant pas encore disponible en France, mais je crois que OIA travaille plus ou moins à le faire obtenir, ça peut être intéressant. C'est quoi? C'est quelque chose qui se met sur une branche de lunettes, comme vous le voyez là, et qui va, avec un système de gyroscope, qui va analyser le regard et les distances de vue de la personne sur à peu près 48 heures. Tout ça va être enregistré dans un cloud et en fait va être ensuite retranscrit sur des courbes que vous pouvez analyser. Donc c'est pas inintéressant. Pourquoi? Parce que vous pouvez faire des corrélations et des simulations. Cette personne utilise beaucoup donc la vision de près ici, comme vous le voyez, ou intermédiaire proche, on va dire, et la vision éloignée. Et ben si vous testez un générique trifocal, j'ai pas dit géométrique, mais pourquoi pas géométrique, vous voyez que vous avez 40% de corrélation d'utilisation de cet implant avec ce Lifestyle Match Index, qui est donc en fait les habitudes de votre personne, et vous pouvez la corréler à votre implant. Donc ça peut donner, plutôt que de demander à la personne qu'est-ce que vous faites, la personne en subjectif peut oublier certaines choses, alors que là vous avez vraiment quelque chose de subjectif sur sa vie courante. À voir si on développe ça dans le futur ou pas. Bon, la précision, je ne reviens pas là-dessus. Utilisez les bonnes formules en fonction des longueurs axiales. Vous connaissez tous ça. C'est encore traité cet après-midi à la SFO dans le cadre du DPC cataracte. Pourquoi? Parce que vous avez effectivement des disparités qui existent, comme vous le savez, selon les longueurs axiales. Vous avez des formules qui sont plus ou moins intéressantes.
Utilisé, on l'a vu aussi assez facilement maintenant quand vous avez un doute sur certaines puissances, car vous savez, c'est vraiment optique numéro 1, c'est obtenir les métropies, et donc utiliser ces formules en open source, notamment la Kane ou la Perl DGS dont on a parlé tout à l'heure, qui vous permettent d'affiner franchement une barrette, une aiguisse, etc. L'astigmatisme, Corinne l'a rappelé, corrigez-le dès 06 à 07. Effectivement, j'ai repris la même publication qu'elle de 2010, ça date pas d'hier, mais vous optimisez considérablement la qualité visuelle, notamment de loin et pas que de loin, si vous corrigez 06 à 07 d'astigmatisme. C'est pas facile, les mesures sont plus compliquées, il faut bien hydrater la cornée, etc. Vous faites comme vous voulez, soit vous prenez effectivement les mesures directes, soit vous prenez les Abulafia et compagnie, c'est comme vous voulez, mais faites-le. La cible réfractive également. Évitez la tendance myopique. Donc prenez la première tendance, la première puissance hypermétropisante plutôt que la première myopisante. Car vous voyez que, étude japonaise à nouveau, les halos sont plus larges lorsque vous avez une petite tendance myopique résiduelle. Donc il y aura plus de plaintes à l'évidence si vous faites ça. Les implants, je vous ai parlé des trifocaux, donc vous voyez qu'il y a toutes les puissances possibles de variation entre les puissances intermédiaires, de vision intermédiaire et de vision de près. Vous avez des trifocaux like également, où vous avez des optiques qui sont superposées. Pensez à savoir si l'énergie lumineuse est variable en fonction de la pupille. Les implants peuvent être apodisés, donc ça peut être intéressant chez des gens qui conduisent un peu plus, plutôt que des implants non apodisés. Et voilà les courbes de focalisation qu'on obtient avec les multifocaux trifocaux. Le bleu, c'est un EDOF, et vous voyez les trois autres, ce sont des multifocaux. Donc on obtient quand même maintenant de très bons résultats comme ça, au contraire des anciens, comme vous avez en bas à droite, où on avait effectivement les bifocaux qui donnaient une vision intermédiaire insuffisante. Ça peut également se faire par des bancs optiques qui peuvent mesurer également les différences entre les différents implants. Donc les trifocaux, il y en a plein. Ils existent donc depuis 2010. Ça s'est développé ensuite vers 2014 avec une deuxième génération. Vous en avez maintenant quasiment une dizaine. Vous avez les trifocaux like, par exemple, avec le Synergy qui comporte la superposition de deux optiques, etc. Alors, quelques mots à nouveau pour le géométrique. Donc, vous voyez, le géométrique et le géométrique plus, c'est intéressant. Pourquoi ? Parce que le géométrique standard est un peu plus puissant pour la vision éloignée et un peu moins pour la vision rapprochée. Les deux ont la même vision intermédiaire et la vision rapprochée est un peu plus puissante pour le géométrique plus. Donc, gardez ça en tête quand vous allez proposer à vos patients, car selon les indications, ça va être un petit peu différent. Et les acuités, comme vous le voyez, le fait de panacher ces deux implants, en tout cas, donne des acuités de près qui sont remarquables, comme vous le voyez, tant de loin qu'en intermédiaire que de près, sur une étude multicentrique toute sortie récemment par le laboratoire Oya sur plusieurs centres. Donc. Voilà une courbe de défocalisation personnelle, vous le voyez, en binoculaire, on a jusqu'à, vous voyez, 9 dixièmes à moins 3. À partir de moins 1,50 jusqu'à moins 3, on est à 9 dixièmes et on est bien sûr à 10 dixièmes, si ce n'est mieux, plus haut. Donc l'injection, je la remonte très rapidement, vous la connaissez, c'est un implant qui séduit grâce à sa simplicité d'injection. On peut pousser, on peut visser, on peut sortir le bout du piston, etc. Et on arrive vraiment à implanter hyper facilement, de façon très reproductible. Personnellement, je n'ai jamais abîmé un implant avec cet injecteur. En mettant simplement un peu de BSS, moi je ne mets pas de visqueux. Donc voici une forme torique. On parlait de la toricité qui corrige un très discret astigmatisme dans ce cas-là. Pensez à aspirer le viscoélastique devant, mais également derrière. Corinne vous a montré tout ça pour affiner la position de l'axe, que la face postérieure de l'implant colle déjà un petit peu à la capsule postérieure. Donc les indications, alors elles procèdent de l'âge, de l'habitus on l'a vu, et de la métropie, en sachant que les trois critères sont bien entendu liés. Alors pour moi, effectivement, c'est le trifocal de dernière génération, c'est un implant de première intention sur un œil normal. Par contre, si on a un patient myope, vous savez que le myope peut se plaindre d'une insuffisance de vision rapprochée avec la multifocalité, préférez un implant qui apporte plus en vision de près. Et donc le géométrique plus, vous l'avez vu sur la courbe de répartition d'énergie lumineuse, apporte cette vision rapprochée plus puissante. Il est balancé, entre guillemets, pour donner plus de près, de même que le Synergy notamment. Voilà, donc vous avez un choix, mais le géométrique peut être utile comme ça. Évidemment, si vous avez des gens, par contre, qui restent très grands conducteurs, le multifocal doit être très réservé, malgré tout, le trifocal notamment. Car vous le voyez, les halos, ça a été montré également sur des publications, sont de toute façon un peu plus larges avec les trifocaux qu'avec des bifocaux.
L'effet de la pupille joue, donc l'âge joue aussi, évidemment, car plus on est jeune, plus la pupille est large, plus la pupille se réduit. Alors les halos se réduisent, bon, en un an, ils en parlent déjà beaucoup moins, c'est vrai, par neuroadaptation, mais 10 ans après, effectivement, les pupilles sont un peu moins larges, donc ça va dans le bon sens, en tout cas. Pensez également que vous pouvez mettre des implants piggyback trifocaux qui existent et qui peuvent se mettre lorsqu'on a un droit au remords. Ils existent en bifocaux, ils existent également en trifocaux. Bon, ce n'est pas souvent utilisé, mais ça peut rendre service dans quelques cas. Si vous avez des sujets jeunes, non presbytes, cataracte unilatérale, si c'est un œil dominant, j'éviterai le trifocal. Si par contre c'est un œil non dominant, le trifocal de dernière génération sera volontiers utilisé. Une cataracte infantile, j'utilise des trifocaux, et bien souvent toriques, car très souvent il y a de l'astigmatisme chez ces enfants, donc de 3 à 5 ans, bien entendu. Ce n'est pas des enfants de 3 mois à qui on pose ce type d'implant, évidemment. Selon l'habitus, effectivement, on reste sur les trifocaux, je vous l'ai dit déjà. Alors, en fonction de la métropie, on sait que les hypertropes, tout leur va. On leur met un monofocal plus, ils sont déjà contents. Un EDOF, ils sont contents. Alors, un multifocal, trifocal, ils sont encore plus contents, bien entendu. Les myopes, on l'a vu. Les astigmates, on l'a dit également. En cas de chirurgie cornéenne réfractive préalable, alors là, il faut faire attention. Une publication récente également, vous voyez, de 2021, dans le JCRS, a montré qu'on avait des aléas réfractifs, donc de résultats et de résultats, d'ailleurs fonctionnels, qui étaient quand même assez limités. Donc, il faut être très prudent, car vous augmentez quand même, par la multifocalité, un certain nombre d'aberrations. Si la cornée a déjà des aberrations, comme on le disait pour les monofocaux plus, vous imaginez qu'avec des trifocaux, ça peut être compliqué. Mais parfois, certains patients, même porteurs de KR, sont très motivés pour ne plus porter de lunettes. Ils acceptent une mauvaise qualité visuelle, ou médiocre en tout cas, pour ne plus porter de lunettes, mais il faut vraiment bien choisir. Les combinaisons d'implants, vous pouvez les faire également, je terminerai là-dessus. En général, vous mettez le même implant, soit a priori, mais vous pouvez changer quand même a priori déjà pour certaines idées, soit a posteriori du premier œil opéré. Si le premier se dit « Ah, une semaine après, je suis vraiment très très gêné par les halos », alors vous pouvez dire « Écoutez, on peut mettre l'implant qu'on avait prévu, il en donnera aussi, ça va se tasser avec la neuroadaptation, mais si vous préférez, on peut vous mettre un implant d'un autre modèle optique qui donnera moins de halos ou pas de halos du tout, et ça risque d'aller mieux comme ça. » Donc selon la sensibilité de votre patient, vous pouvez être amené à changer également. Inversement, si on a une vision de près un peu insuffisante avec un EDOF, on peut mettre, pourquoi pas, un diffractif sur l'autre œil inversement. Donc si vous panachez, en tout cas la règle c'est de quoi? C'est de mettre sur l'œil non dominant l'œil plus puissant en VP et sur l'œil dominant en VL, bien entendu. Et donc cette combinaison s'appelle Combigem pour le géométrique et géométrique plus, et on l'a vu, donne d'excellents résultats, avec toujours cette étude multicentrique. Vous voyez également une acuité qui reste aux alentours de largement au-dessus de 10 dixièmes de loin, 9 dixièmes en intermédiaire et entre 9 et 10 de près. Donc c'est quand même remarquable l'efficacité de ces implants de dernière génération. On peut également prendre des implants d'autres marques, évidemment, si vous le préférez. Donc en conclusion, il faut un suivi, il faut écouter son patient, il faut le rassurer, il faut le revoir. Moi, quand je revois les gens qui ont fait des courbes de défocalisation, rien que ça les rassure, ils comprennent qu'on s'occupe d'eux, ils voient qu'on ne les lâche pas dans la nature une fois opérés. Et vous pouvez leur proposer quand même, il faut en avoir dit un petit mot avant la chirurgie, de faire éventuellement des ajustements réfractifs possibles en cas d'insuffisance. Donc, ayez une approche réfractive systématique, c'est devenu plus qu'indispensable en 2023. N'écartez aucune option, ça va de la monovision avancée, multifocalité, trifocalité, mix and match, etc. Et personnalisez votre modèle en trifocal en connaissant un petit peu les précisions optiques de vos implants. Je vous remercie.